Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'enquête de police qui aujourd'hui va parler de la plainte. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plainte? Pour pouvoir déposer plainte, il faut avoir été victime, malheureusement, d'une infraction, d'une infraction pénale, hein. Donc, elle est prévue par le code pénal. Et donc, je vous rappelle les 3 petits éléments qu'on avait abordés lors du premier épisode, 3 petits éléments de l'infraction. C'est l'élément légal, d'avoir été prévu dans le code pénal. L'élément moral, pour l'auteur d'avoir eu l'intention de commettre cette infraction. Et enfin l'élément matériel, c'est-à-dire, l'action de cette infraction, dérober quelque chose dans le vol, frapper quelqu'un, dans les violences et cetera, hein. Donc l'acte vraiment matériel. Alors la plainte, elle peut être, déposée de 3 façons possibles. La première, c'est de se déplacer dans un commissariat et de demander à déposer plainte. La seconde, c'est de faire la même chose, mais auprès de la gendarmerie. Et la troisième, c'est de saisir le procureur de la République directement en lui adressant un courrier, bien évidemment en accusé avec réception, hein, de façon à être sûr que le courrier est arrivé et de pouvoir le prouver. Voilà, donc ça, c'est les éléments, on va dire, basiques. Alors, quand vous allez dans un commissariat ou une gendarmerie pour déposer plainte, les militaires ou les fonctionnaires doivent prendre votre plainte. Le policier, que ce soit un APJ ou un OPJ, ne peut pas refuser de prendre votre plainte, ne doit pas, en tout cas, le refuser et d'autant plus en vous disant: non, c'est pas une infraction pénale». Il n'est pas procureur de la République, donc c'est pas à lui d'en décider. Donc si quelqu'un, vient dans un commissariat ou dans une gendarmerie pour déposer plainte, on doit le recevoir. À la fin, on peut très bien lui dire à la fin de son audition: «Je vous informe que les faits que vous dénoncez ne sont pas, une infraction pénale, que votre audition va être transmise, au procureur de la République qui, décidera de la poursuite ou non des faits». Voilà. Mais c'est pas, en tout cas, ni aux policiers ni aux gendarmes de se permettre de refuser une plainte. Alors on sait que malheureusement, ça se fait encore régulièrement. On va y venir un petit peu plus loin. Le guichet unique. Le guichet unique, ça veut dire qu'on peut déposer plainte partout en France, dans une gendarmerie comme dans un commissariat, même si c'est pas ni le lieu de mon domicile, ni le lieu de l'infraction, ni le lieu, du domicile de l'auteur, par exemple. On s'en fout. Guichet unique. Alors là, ça peut être effectivement, pour des policiers ou des gendarmes, un moyen de refuser de prendre la plainte. «Ah, mais vous devriez plutôt aller, dans le commissariat de votre, domicile ou à la gendarmerie du lieu des faits». Bon, c'est, ça, comment dire? Ça fait obstacle, on va dire, à cette notion de guichet unique, mais il y a quand même des fois où c'est tout à fait légitime. Ce raisonnement d'un policier ou d'un gendarme peut être tout à fait légitime. Si on est, je vais l'expliquer, hein, très clairement, si on est dans une infraction qui vient d'avoir lieu et on est parti, je sais pas moi, on a vécu des violences, par exemple, des violences au sortir d'une boîte de nuit, dans une ville et on habite à la campagne. On va rentrer chez nous parce que d'abord on est complètement, on est sidéré, on est peut-être, blessé, on est passé par, l'hôpital et puis on rentre à la maison le plus rapidement possible. On a besoin de se retrouver chez soi, dans un endroit où on se sent en sécurité et cetera et puis on n'a peut-être pas forcément envisagé de déposer plainte. Donc on va se pointer, à la gendarmerie de notre village et là, le gendarme va dire: «Mais écoutez, ce serait quand même mieux que vous alliez, au commissariat donc de cette, ville parce qu'il y a, des investigations qui, doivent être faites en urgence». Par exemple, récupérer la vidéosurveillance, des lieux,
En général, autour d'une boîte de nuit, il y a toujours des caméras. Il peut y avoir, l'audition rapide à faire, des vigiles, hein, de cette boîte de nuit qui peut-être ont constaté quelque chose. Il peut y avoir, comment dire, si on donne, un signalement d'une voiture à bord de laquelle les auteurs auraient pris la fuite, on peut peut-être bénéficier et de la vidéo de la boîte de nuit et de la vidéo urbaine, pour retrouver, cette voiture dont on n'a pas pris totalement le numéro d'immatriculation, mais en tout cas avec le modèle, la couleur, l'heure à laquelle elle est partie. On peut, trouver des éléments intéressants sur la vidéo urbaine. Donc voilà, ça c'est vraiment des choses, qui sont, intéressantes dont il faut tenir compte, hein, et qui peuvent vraiment justifier, comment dire? Une orientation par ce policier ou ce gendarme dans l'intérêt de l'enquête. Parce qu'on le sait que cette plainte qui va être prise, elle, elle va être transmise par courrier. Alors, ça va passer par le procureur du lieu de la gendarmerie, qui va envoyer au procureur du lieu de l'infraction, qui va saisir le commissariat, compétent sur le lieu d'infraction. Ça peut prendre des semaines, voire des mois. Donc là, la vidéo, urbaine, elle n'existe plus, la vidéo de la discothèque, elle n'existe plus. Les souvenirs éventuels, des vigiles par rapport à un signalement, que donnera, la victime, ils vont s'estomper. Voilà, donc il est vrai que pour, certaines infractions, pour que l'enquête soit bien menée et puisse effectivement arriver, à l'identification des auteurs et à bien matérialiser les faits, il faut qu'elle soit faite tout de suite et on peut comprendre en effet qu'un policier ou un gendarme, demande à la victime, enfin conseille à la victime d'aller déposer plainte sur le lieu où l'infraction s'est passée. Voilà, donc le guichet unique, ça a quand même cette petite limite-là. Alors il y a l'histoire du certificat médical aussi. Combien de fois, j'entends parce que, je suis toujours en lien avec des victimes, hein, même si je suis retraitée, des victimes qui me disent: «On m'a demandé de revenir avec un certificat médical». Non, la présentation du certificat médical au moment où on vient déposer plainte n'est absolument pas obligatoire. Absolument pas. Donc c'est un mauvais, argument de la part, du militaire ou du fonctionnaire qui va vous recevoir. C'est, pas, correct que de dire à la dame, ou au monsieur d'ailleurs: «Vous reviendrez avec un certificat médical». Non, ça ne se fait pas. Il doit recevoir la plainte même en l'absence du certificat médical. Ensuite, chose qui est très importante, notamment dans, tout ce qui est violence, violence sexuelle, harcèlement et cetera. Les victimes, sont souvent, très, effrayées de venir, dans les services de police ou de gendarmerie. Elles sont meurtries, elles, ont peu de confiance en elles, peu d'estime aussi en elles-mêmes, elles se sentent complètement défaillantes et c'est très compliqué pour elles de venir dans un endroit pour déposer plainte. Elles ont un droit qui est inscrit à l'article 10-4 de la loi du 17 août 2015 et dans le code de procédure pénale, qui dit qu'elles peuvent être accompagnées à tout moment, à tout acte de la procédure, par leur représentant légal, donc qui peut être un avocat, ou par un adulte de leur choix, qui peut être le membre d'une association d'aide aux victimes, qui peut être un ami ou un parent qui est bien plus solide qu'elles et qui va voilà, les accompagner et leur donner un petit peu de la force. Et donc, on ne peut pas refuser que cette personne soit assistée. C'est-à-dire que cette personne, cet ami, soit là, présent, dans le bureau au moment de l'audition de la victime. On ne peut pas le refuser, hein. Il n'y a que le procureur de la République qui peut s'opposer à ça, mais le policier ou le gendarme ne peut pas s'y opposer. C'est un droit de la victime.
Donc ça, c'est très, très important. Il n'y a pas énormément de droits, de la victime, hein, dans le code de procédure pénale. On a cet article 10 et notamment l'article 10-2 qui va faire tout le listing de ces droits. Il y en a 10 et celui dont on parle, le fait d'être accompagné, est sur l'alinéa 8. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'articles. On va voir que bon, tous, ils ne sont pas extraordinaires, mais celui-ci, c'est vraiment un article que je trouve majeur. Majeur. L'intérêt, je l'avais peut-être dit précédemment, pour une victime d'être accompagnée de son avocat, hein, de son représentant vraiment légal, l'intérêt, c'est que ce dernier, à la fin de l'audition, peut poser des questions à la victime et permettre que s'il y a des choses qui n'ont pas été explorées correctement, si des choses n'ont pas été dites, et on le sait, hein, le trouble dans lequel peut se trouver la victime fait que elle va oublier certaines choses, et puis ensuite le policier lui-même ne sait pas ce qui s'est passé, donc il ne peut pas anticiper sur tous les actes qu'aurait pu recevoir la victime, et donc, effectivement, si la victime spontanément ne dit pas tout, l'avocat qui, préalablement à cette audition qu'il aura préparée, aura questionné la victime, l'aura écoutée, aura pris des notes. Cet avocat, s'il s'aperçoit que quelque chose n'a pas été dit par sa cliente ou son client, eh bien, il va pouvoir poser la question et permettre à la victime de vraiment exprimer, dire ce qu'il manque. Donc ça, c'est vraiment super important. Ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, avant de signer le procès-verbal, eh bien, en bas du PV, il y a marqué: «Après lecture personnelle, monsieur ou madame untel persiste et signe le présent». Donc il faut lire, lire, lire et lire tranquillement l'audition et la signer si on est OK avec tout ce qui est marqué. S'il manque des choses, on demande à ce que ce soit rajouté. Si des choses ont été mal exprimées, on demande à ce que ce soit corrigé et que ce soit dit tel qu'on l'a dit. Hein, et surtout tel que ça s'est passé, pas tel que l'enquêteur a pu l'interpréter. Ça aussi, c'est pas forcément de la mauvaise foi, c'est simplement qu'on peut mal comprendre ce que dit une personne. Donc, le PV, c'est le PV de la victime, et il faut qu'il soit vraiment en adéquation totale avec ses déclarations. Et c'est important là aussi d'essayer de coller au vocabulaire de la victime. Il y a des enquêteurs qui sont très intellectuels là et qui vont, ou alors qui ont des phrases types, etc. Et en fait, ils enlèvent à la victime l'authenticité de son audition. Il faut vraiment employer les mots, les termes de la victime. Parce que de toute façon, quand elle va se retrouver à l'audience, c'est comme ça qu'elle parlera. Et donc, si on a un PV qui est absolument une œuvre d'art littéraire et qu'on a une victime qui va s'exprimer le plus simplement possible, ça tique. Hein. Et ça, on l'a vu notamment avec des auditions. Alors là, je ne suis plus sur de la victime, hein, mais et quoique, sur des auditions de personnes étrangères qui ne maîtrisent pas le français, pour lesquelles normalement, hein, le droit prévoit qu'elles soient accompagnées, victimes ou auteurs ou témoins, on s'en fout, hein, qu'elles soient accompagnées d'un interprète. Des fois, ça passe un petit peu à l'as, tout ça, ou ça passait, hein, je ne sais pas si ça se fait encore. Et cette personne, quand elle va se retrouver devant le tribunal, l'avocat de la défense, il va dire: «Mais attendez, c'est pas cette personne qui a parlé sur l'audition, elle est incapable de parler comme le PV de son audition a été, relaté». Donc voilà, ça émet des doutes sur le sérieux du travail et ça peut porter préjudice à l'individu. Donc vraiment respecter sa façon de parler. Voilà, et puis le dernier point, pas le troisième, le dernier point à dire, il peut arriver, alors après avoir essuyé: «Non, je ne prendrai pas votre plainte, il n'y a pas d'infraction», il peut arriver aussi: «Oh ben, c'est pas une infraction, donc moi je vous conseille de faire une main courante».
Donc, la main courante, ça sert à rien, hein. C'est une déclaration qu'on fait tel jour, à tel endroit pour dire: «Il s'est passé tel fait». Il y a aucune enquête qui est faite sur ces faits. Donc c'est des faits vrais, c'est des faits faux, c'est des faits, comment dire? Exagérés, on n'en sait rien. Ça n'a aucune valeur. Mais alors aucune valeur. Donc, et la personne qui vous reçoit, bah, si vous dites: «Je veux déposer plainte», elle prend votre plainte. Elle ne doit pas vous proposer une main courante. Ça ne se fait pas non plus. Et d'ailleurs, quand on termine une main courante, et c'est là où c'est très intéressant de relire tout ce à quoi on participe, il doit être noté quand même en bas: «Je prends acte que les faits que je viens de signaler sont, caractéristiques, de telle infraction. J'en suis consciente, mais je désire faire une main courante et pas déposer une plainte». Et quand on lit ça, bah, quand on est venu pour, faire une plainte et pas une main courante, bah, on se dit: «Oh là, marche arrière là, on rembobine le film et puis moi je veux déposer plainte», hein. Donc voilà, il faut vraiment bien lire et il faut se faire respecter, hein. Un policier ou un gendarme, on doit le respecter et le policier et le gendarme, il doit respecter la personne qui est devant lui. Qu'elle soit, victime, témoin, auteur, tous les gens méritent d'être respectés. Pas de déloyauté, pas de mensonge, on fait vraiment le boulot correctement. Voilà, donc ça, c'était vraiment les grands principes de la plainte. Alors, notre plainte, on peut la déposer donc pour des infractions, qui sont, matérielles. Les infractions matérielles, ben, comme je disais tout à l'heure, le vol, le recel, la dégradation. Donc ben, en principe, quand on dépose plainte pour une atteinte à un bien, on arrive avec, bah, ça peut être des photos pour montrer, les dégâts, ça peut être, bah, les factures, hein, quand c'est un vol et que, ben, on a envie de se faire, rembourser correctement, ben, le mieux c'est quand même que tout le butin, tout le préjudice soit, heu, bien inscrit, détaillé avec, le prix d'achat, indiqué. On arrive évidemment avec son contrat d'assurance, puisque de toute façon, il faudra les coordonnées du contrat et de l'assureur sur le PV. Voilà, donc on arrive avec les éléments. Pour ce qui est de l'infraction de violence, eh bien, le policier ou le gendarme fera une réquisition pour avoir un certificat médical d'un médecin légiste. Alors, il y a parfois des victimes qui arrivent avec des certificats médicaux établis par leur médecin généraliste, qui va prévoir, une ITT, hein, incapacité temporaire totale, mais ces certificats-là peuvent être mis en doute, par, le système judiciaire, notamment si on est au-delà de 8 jours d'ITT, parce que moins de 8 jours d'ITT, on est sur, une infraction qui est, de l'ordre de la contravention et au-delà de 8 jours, on est sur le délictuel. On est sur l'infraction délictuelle, donc avec un risque de sanction, en incarcération. Donc évidemment que c'est important de s'assurer que l'ITT qui a été évalué par un médecin généraliste, elle est, vraiment compatible avec l'état de santé de la personne. Donc là, en général, on va directement sur, la médecine, légale, de façon à ce qu'un médecin légiste, donc formé pour évaluer, le préjudice physique, subi par la victime, en raison de la violence qu'elle a subie, soit, clair et certain. Alors l'ITT, qu'est-ce que ça doit être? Et ben, en fait, ça désigne donc c'est un certain nombre de jours d'arrêt, donc d'incapacité temporaire totale, pardon, qui désigne la période pendant laquelle une personne ne peut plus, en raison des violences qu'elle a subies, exercer les actes du quotidien. C'est-à-dire qu'elle peut plus se faire à manger, elle peut quasiment pas bouger de chez elle, elle peut pas aller travailler, mais ça, c'est encore autre chose et en fait, elle est, vraiment diminuée physiquement. Elle n'est plus en capacité de faire les actes du quotidien. Alors, en quoi est-ce que c'est différent d'un arrêt de travail? Ben, un exemple tout simple,
Ma victime, elle est victime de violences volontaires. Elle a été tapée à coups de poing et elle a un super, œil au beurre noir là. Elle peut marcher, elle, peut aller faire ses courses, elle peut faire, tout ce qu'elle veut. Donc elle aura vraisemblablement une ITT de peut-être 1 jour, 2 jours. Si par exemple pendant 2 jours, elle risque d'être courbaturée et puis de pas être bien, et alors qu'elle travaille. Donc elle peut avoir, 2 jours d'ITT, donc évaluation pénale du préjudice, et par contre elle peut avoir, 10 jours d'arrêt de travail parce que, ben, c'est une personne qui travaille dans le commerce, ou c'est un enseignant et puis qui a pas envie du tout d'aller à son travail avec son cocard là, et donc à ce moment-là, elle aura un arrêt de travail qui lui permet de reprendre le travail quand, eh bien, son visage sera, normal et que ça n'entraînera pas de conséquences, de curiosité, d'autres petits problèmes qui peuvent arriver. Voilà. Donc, notre médecin légiste, eh bien, en général, on le trouve aux UMJ, hein, unités médico-judiciaires. Aujourd'hui, on en a pratiquement dans tous les hôpitaux de France. Alors, bah, dans les grands services, c'est des unités qui fonctionnent quasiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis dans des petits départements, notamment les départements ruraux, hein, comme beaucoup de départements, la plupart des départements de France, eh bien, ça va être un certain temps dans la semaine, 1 journée, 2 journées, 3 journées, où une équipe de médecins légistes vont pouvoir accueillir les personnes victimes de violences. Voilà, donc notre unité médico-légale. Ensuite, eh ben, puisqu'on en est là et que c'est intéressant quand même de savoir ce qui se passe sur notre territoire, j'ai envie de vous parler des UAPED, unités d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger. UAPED. Donc là, ce sont vraiment des unités qui vont se consacrer aux enfants. Elles ont été imaginées, ces unités, en 1997 par une association, La Voix de l'enfant, afin d'accueillir, de prendre soin et d'accompagner des enfants sur le plan sanitaire, tout en permettant la réalisation des actes d'enquête. Elles ont été créées grâce à cette association parce qu'il y avait un constat affligeant qui est toujours présent aujourd'hui, c'est que les enfants ne sont pas écoutés, ne sont pas entendus, que leur parole est discréditée très souvent, ainsi que celle du parent protecteur, hein, quand on est sur des violences sexuelles incestueuses notamment. Et donc cette unité, ben, elle voulait que ces enfants puissent être accueillis correctement et que leurs paroles soient entendues. Bon, ben, pour l'instant, on n'a pas. Alors, ils sont accueillis, pas partout. Pas partout, hein. La première UAPED a été créée à Béziers en 1999, donc très peu de temps après l'imagination de ce projet. Et puis ensuite, on a un gros blanc jusqu'à 2017 où c'est une loi en 2017 qui va essayer de dynamiser le déploiement de ces UAPED. Alors en 2023, donc 5 ans après, et alors j'ose même plus dire 26 ans après celle de 97, on a en France 88 UAPED, hein, et 27 qui étaient en projet. Aujourd'hui, enfin 2025, on est à 145 unités qui devraient être installées, hein, sur nos territoires, donc elles ne le sont pas toutes installées. Et au final, on devrait avoir une UAP par ressort de tribunal judiciaire. Il y a des départements où on a 1, 2, 3, etc., tribunaux judiciaires. Donc on devrait avoir par ressort de tribunal une UAPED. Voilà, donc ça, c'est très important. On voit quand même, ces histoires de création de l'UAPED, on voit quand même à quel point c'est difficile de faire entendre les enfants, d'accompagner les enfants, de les croire, et bon, ça pourrait être l'objet d'une prochaine petite capsule sur les violences sexuelles sur les enfants, où on est dans l'indicible et c'est tellement indicible qu'on ne veut pas en entendre parler, hein. Il y a un déni social, un déni des familles, un déni des professionnels, et voilà, donc c'est quand même affligeant.
Voilà, donc pour notre plainte, je suis déjà à 26 minutes, je suis désolée, mais ça me passionne. Le droit des victimes me passionne. J'espère que, ça vous intéresse aussi. Donc on va parler de la suite de la plainte, hein. Qu'est-ce qui se passe après qu'on ait déposé plainte? Bon, il y a toute l'enquête, hein, ça je pense que si vous avez vu les capsules précédentes, vous avez un petit peu compris ce qui se passe et au bout de cette enquête et le procureur, il va prendre une décision. Donc, la 1re décision là, qui est assez quand même, assez fréquente, hein, tout type d'infraction, hein, c'est le classement sans suite. Pour les cambriolages, les vols simples de téléphone, de ceci, de cela, même les vols dans véhicule, évidemment que, on n'a pas toujours, les éléments pour, identifier les auteurs et donc on aboutit à un classement sans suite, qui n'est pas un classement pas d'infraction, hein. Le classement 11, c'est le classement pas d'infraction. Là, quand on n'a pas identifié, c'est un classement parce qu'on n'a pas identifié l'auteur, hein. C'est un type de classement dont je ne me rappelle plus le numéro, il y en a je ne sais plus combien, hein, des types de classement. Et le plus utilisé, c'est quand même le classement 21. C'est le procureur classe parce que l'infraction n'est pas suffisamment matérialisée, ou en tout cas le lien de causalité entre l'infraction et la personne dénoncée n'est pas suffisamment caractérisé, et donc le procureur ne peut pas amener ça devant le tribunal. Donc c'est un classement 21. On peut, contester, hein, s'opposer à un classement 21, parce que enfin moi je l'ai vu, hein, dans des procédures, où des victimes m'appelaient: «Mais commandant, je ne comprends pas pourquoi, ma procédure a été classée, l'auteur il a reconnu les faits, j'avais les lettres dans lesquelles il reconnaissait les faits». C'était du harcèlement entre conjoints, hein, enfin après séparation évidemment. Donc la victime était très bien informée du déroulement de l'enquête, hein, et je ne comprends pas pourquoi cette affaire elle est classée infraction insuffisamment, caractérisée. Évidemment, cette infraction n'avait pas à être, classée insuffisamment caractérisée. Tout y était. Donc finalement, cette infraction est ressortie des archives du commissariat et du tribunal et le monsieur a été condamné. Voilà, donc on peut, contester, et puis si on a, une nouvelle preuve, un nouveau témoin et cetera, on peut contester cette infraction quand même pendant un certain moment. Donc ça, c'est bien. Ah oui, et ce que je n'ai pas dit, c'est les délais de prescription, des plaintes. C'est-à-dire que quand il se passe une infraction, pour un délit, on a 6 ans pour déposer plainte. Au-delà des 6 ans, c'est foutu. On ne peut plus, c'est prescrit. Pour, ce qui est criminel, c'est 20 ans. C'est 20 ans, et en ce qui, concerne les violences sexuelles sur, les mineurs, c'est 30 ans à partir de leur majorité. Voilà, donc ça, c'est important. C'est important de le savoir, et voilà, donc les poursuites judiciaires, alors il y a des premières petites mesures, alternatives avec des stages de responsabilisation, par exemple des auteurs de violences conjugales, des stages de citoyenneté quand il s'agit plus de petites dégradations, contre un voisin qui nous enquiquine. La dégradation, je suis désolée, c'est quand même une infraction, hein, ça peut être contraventionnel, mais ça peut être, selon la valeur du bien, ça peut être, délictuel. Voilà, des stages je ne sais plus comment les appeler exactement, mais liés à l'usage du stupéfiant. Donc des stages pour essayer de raisonner les usagers de stupéfiants, et faire en sorte qu'ils arrêtent de fumer, et pareil pour ce qui est des usagers un petit peu d'alcool, ou pour les conduites, oui, alors ça, on est sur la récupération de points, là, on est plutôt sur la récupération de points, et là, voilà, enfin pour les stupes, c'est un excellent endroit pour, ces personnes-là, pour remettre à jour leur carnet d'adresses. Évidemment, on les met tous ensemble dans la même pièce, hein. Bon, bref, c'est comme ça. Donc ensuite, il y a le rappel à la loi, qui peut être fait carrément dans un commissariat ou une gendarmerie, hein. C'est l'officier de police qui, s'est cassé la tête à faire une enquête et qui va, être obligé de faire un rappel à la loi à la personne qui a reconnu les faits, hein. Donc là, il y a quand même
quelque chose qui dérange, quoi. C'est pas un officier de police, de faire un rappel à la loi. C'est un acte de poursuite, c'est un acte judiciaire qui dépend de l'autorité, judiciaire et devrait pas être fait par le policier qui a fait l'enquête. Voilà, ça c'est un petit message, à faire passer. Ensuite, il y a les rappels à la loi qui sont faits par les délégués du procureur de la République. Puis, il y a l'audience correctionnelle, sur convocation, donc quelques mois après, ou l'audience correctionnelle en comparution immédiate, c'est-à-dire que la personne, elle passe de la cellule de garde à vue à la cellule du tribunal pour être présentée devant le tribunal qui va statuer sur son sort. Voilà, et enfin, on a évidemment l'ouverture d'une information judiciaire. Donc là, c'est quand les faits sont très compliqués, ou quand les faits sont criminels et qui nécessitent des investigations, qui, vont durer dans le temps, et puis qui demandent, bon, beaucoup de complexité. Donc, eh bien, le procureur de la République, demande, à ce qu'un juge d'instruction soit nommé pour faire l'enquête. Et cette enquête, elle va se faire donc sous le contrôle, comme je vous avais expliqué dans la capsule précédente, sous le contrôle du juge d'instruction qui devient le magistrat directeur de l'enquête et c'est lui qui va demander aux policiers ou aux gendarmes de faire tel ou tel acte. Voilà, donc notre plainte, elle nous a pris un petit peu de temps, on est à une demi-heure, hein, voilà, je n'ai pas l'habitude de faire du si long sur ces thématiques-là, mais je pense que ça valait quand même le coup, d'en discuter. Voilà, donc si, il vous vient une idée de parler d'un sujet qui vous tient à cœur et qui relève de l'enquête de police, n'hésitez pas dans vos commentaires à me le suggérer et j'essaierai de faire une intervention qui vous conviennent, enfin je l'espère, en tout cas j'essaierai. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée, à très bientôt et puis prenez soin de vous, hein, et puis surtout parce qu'on est quand même dans une période où ça déménage, hein, en France là, on est en plein chaos politique donc écoutez, essayez de rester zen parce que, ce qui est en train de se détruire, c'est très bien, c'est tout ce que ces gens-là ont abîmé, ont détérioré, donc nous ferons, nous, les citoyens, en sorte que ce qui sera reconstruit derrière soit, meilleur et sous contrôle surtout, sous contrôle. Arrêtons de leur donner les clés de la maison et de les laisser faire n'importe quoi. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. À très bientôt.